La Révolution française a baptisé ce qu'elle a aboli. Elle l'a appelé l'Ancien Régime, et par là elle a défini davantage ce qu'elle voulait être que ce qu'elle supprimait. Une rupture radicale avec le passé, inédite dans l'histoire des peuples, ce passé étant rejeté dans les ténèbres de la barbarie. L'Ancien Régime, c'est ce qui s'était mis en place sous Louis XIV dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui est déjà en crise dès la mort du grand roi en 1715. Louis XIV a été le roi Soleil, le plus grand souverain de l'Europe, le monarque qui a porté au plus haut point la gloire du royaume de France, le symbole par excellence de ce qui va s'appeler le grand siècle, le sien. Sans être un homme exceptionnel, il a été un roi extraordinaire, tout entier à son métier et tout entier à l'incarnation de sa fonction. Sous son règne, le pouvoir royal a assis l'autorité publique et administrative de l'État moderne, en même temps qu'il se donnait à voir à tous ses sujets, comme le spectacle quasi divin de Versailles. Louis XIV a été à la fois le praticien et l'artiste de la monarchie absolue. Le rôle s'est perdu après lui. Commençons par le spectacle, si beau qu'il a ébloui toute l'Europe et charmé tout le siècle suivant. Après avoir vécu à Saint-Germain ou à Paris, au Louvre, aux Tuileries, Louis XIV s'est installé en 1682 à Versailles, qu'il est en train de transformer au prix de grands travaux. Il n'y avait à l'origine qu'un pavillon de chasse construit sous son père Louis XIII. En 1682 s'achève la grande aile du Midi, les écuries, les derniers grands travaux de Marly, et on commence à construire l'aile nord. Dans ce palais sublime, on manquera toujours de place, car il faut y loger avec le roi l'État et la cour. Louis XIV est à la fois la tête d'une bureaucratie moderne et le seigneur des seigneurs. Autour de lui s'est organisée une administration centralisée, notamment fiscale et militaire, en même temps que le ballet protocolaire de ses vassaux, transformés en courtisans. Tel est le double caractère de cette monarchie absolue, première forme de l'État moderne et dernier héritage des temps féodaux.
À Versailles, il n'y a plus que des serviteurs du roi, à commencer par ceux qu'il nomme pour faire tourner l'appareil de l'État, les ministres, les grands commis, les hommes du contrôle général des finances, de la guerre ou des affaires étrangères. L'autre moitié est faite des familles nobles qui font au roi de France un brillant entourage d'illustrations et de bonnes manières. Versailles est une revanche de la Fronde, cette révolte du royaume qui avait assombri l'enfance du grand roi au milieu du XVIIe siècle. À Versailles, tout est ordre, non seulement le gouvernement, mais le luxe, l'art, les fêtes, le faste, ordonnés autour de la personne du roi, dont la vie quotidienne, le lever, le dîner, la promenade, le souper, les divertissements du soir, rythment à chaque instant cette représentation de la monarchie française que constitue le grand château. Ma muse, obéissez-moi. Il faut ce matin, sans remise, aller au lever du roi. Vous savez bien pourquoi. Et ce vous est une honte de n'avoir pas été plus prompte à le remercier de ses fameux bienfaits. Mais il vaut mieux tard que jamais. Gardez-vous bien d'être en muse bâtie. Un air de muse est choquant dans ces lieux. Il y faut les objets à réjouir les yeux. Vous devez en être averti. Et vous ferez votre cour beaucoup mieux lorsqu'en marquis vous serez travesti. Mais surtout, je vous recommande le manteau d'un ruban sur le dos retroussé. Avec vos brillantes lardes et votre ajustement, faites tout le trajet de la salle des gardes. Vous peignant galamment, portez de tous côtés vos regards brusquement. Et ceux que vous pourrez connaître, ne manquez pas d'un haut ton de les saluer par leur nom, de quelque rang qu'ils puissent être. Cette familiarité donne à quiconque en use un air de qualité. Grattez du peigne à la porte de la chambre du roi, ou si, comme je prévois, la presse s'y trouve forte, montrez de loin votre chapeau, ou montez sur quelque chose pour faire voir votre museau, et criez, sans aucune pause, d'un ton rien moins que naturel, « Monsieur l'huissier, pour le marquis un tel !» Jetez-vous dans la foule et tranchez du notable. Pressez, poussez, faites le diable pour vous mettre le premier. Tenez toujours ferme là. Quand vous serez entré, ne vous relâchez pas. Pour assiéger la chaise, il faut d'autres combats. Prenez le parti, doucement, d'attendre le prince au passage. Mais les grands princes n'aiment guère que les compliments qui sont courts. Et le nôtre surtout a bien d'autres affaires que d'écouter tous vos discours. La louange et l'encens n'est pas ce qui le touche. Dès que vous ouvrirez la bouche pour lui parler de grâce et de bienfaits, il comprendra d'abord ce que vous voulez dire. Et se mettant doucement à sourire, il passera comme un trait. Et cela vous doit suffire. Voilà votre compliment fait. Pourtant, le royaume de France ne tient pas tout entier dans cette image de souveraineté solaire que construit Louis XIV dans son château incomparable. Il est constamment en guerre avec les voisins, au nom de la querelle déjà séculaire entre les Bourbons et les Habsbourg pour la prépondérance européenne. La pression fiscale a cru, des impôts nouveaux sont nés, et la nature, dans les dernières années du règne, a ajouté sa contribution d'hiver très froid à de mauvaises récoltes. La monarchie absolue, qui a éteint tous les anciens pouvoirs locaux, Parlement, État, ville, province, a découvert soudain le prix de sa splendeur à Versailles, c'est qu'elle s'est isolée de la nation. L'unité parfaite dont elle veut donner une image si splendide, elle ne l'a obtenue aussi en matière religieuse que par la persécution et le viol des consciences. Le royaume de France avait sa minorité protestante qui avait reçu à la fin du XVIe siècle d'Henri IV et de l'édit de Nantes la liberté de culte. Louis XIII et Richelieu avaient entrepris ensuite de revenir sur le compromis de 1598.
Louis XIV continue leur entreprise, lui qui déteste l'hérésie pour des raisons à la fois politiques et religieuses. L'Église catholique le soutient et le presse, et dans les régions protestantes, le petit peuple catholique donne la main aux persécutions par les envoyés ou les soldats du roi. La révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685 est suivie par l'émigration de 200 000 Huguenots et la dure guerre civile des Cévennes. Que l'unité du royaume soit celle du despotisme, l'affaire janséniste le montre aussi. Dans les messieurs de Port-Royal et dans les religieuses groupées autour de la mère Angélique Arnauld, Louis XIV voit encore des adversaires potentiels de son autorité absolue. Ainsi, le plus grand roi de la terre a-t-il légué à ses héritiers non seulement un royaume plus grand, plus moderne et mieux administré, mais aussi une tradition d'arbitraire et de violence qui laisse également ses traces profondes. À qui veut comprendre à quel point l'absolutisme a bouleversé la tradition de la monarchie même, il suffit de lire l'édit de 1714, si critiqué par le duc de Saint-Simon, et par lequel le vieux roi faisait entrer ses fils bâtards dans l'ordre de succession au trône, au mépris des lois fondamentales du royaume. Quand il meurt l'année suivante, le même Saint-Simon lui fait cette oraison funèbre. Ce fut un prince à qui on ne peut refuser beaucoup de bons, même de grands, en qui on ne peut méconnaître plus de petits et de mauvais, duquel il n'est pas possible de discerner ce qui était de lui ou emprunté. Né avec un esprit au-dessous du médiocre, mais un esprit capable de se former, de se limer, de se raffiner, d'emprunter d'autrui sans imitation et sans gêne, il profita infiniment d'avoir toute sa vie vécu avec les personnes du monde qui toutes en avaient le plus, et des plus différentes sortes, en hommes et en femmes, de tout âge, de tout genre et de tout personnage. Le dimanche 1er septembre 1715, à 8 heures du matin, Louis XIV meurt à 77 ans, après un interminable règne de 72 ans. C'est son arrière-petit-fils à qui échoit le trône, mais il n'est âgé que de 5 ans et demi. En attendant sa majorité, c'est le neveu de Louis XIV, le duc d'Orléans, qui assure la régence. Lourd héritage, s'il est aussi glorieux, les caisses de l'État sont vides. Nous avons trouvé le domaine de notre couronne aliéné, les revenus de l'État presque anéantis par une infinité de charges et de constitutions, les impositions ordinaires consommées par avance, des arrérages de toutes espèces accumulés depuis plusieurs années, le cours des recettes interverti, une multitude de billets d'ordonnance et d'assignations anticipées,
de tant de natures différentes et qui montaient à des sommes si considérables qu'à peine en peut-on faire la supputation. Il y avait 185 millions d'arriérés et la dette publique dépassait 2 milliards, sans y comprendre même le capital des nombreux offices créés pendant cette désastreuse fin de règne. La mort de Louis XIV ouvre, avec le XVIIIe siècle, une période de réaction contre le pouvoir despotique du roi mort. Signe que la monarchie absolue n'a eu que de brefs beaux jours. Le pouvoir n'est plus à Versailles, mais à Paris, au Palais Royal, chez le duc d'Orléans. Non plus chez le roi de France, trop jeune pour régner, Louis XV à 5 ans, mais chez le neveu de Louis XIV, qui exerce l'intérim de la régence, personnage intelligent, esprit curieux, cultivé, mais sans moralité et sans énergie politique. Il est l'instrument de la revanche des parlements, ces grandes cours judiciaires du royaume, à qui il rend leur droit de remontrance avant d'enregistrer un édit, et de l'aristocratie qu'il organise en conseil de gouvernement. La France est déjà un pays relativement riche si on la compare à l'Europe de l'époque. Les affaires, le grand commerce international, la prospérité des ports atlantiques reprennent sous la Régence un essor interrompu par l'interminable guerre de succession d'Espagne qui avait assombri la fin du règne de Louis XIV. Ce sont les finances déjà qui sont le talon d'Achille de l'État. L'expérience d'une banque émettant des actions destinées à éteindre la dette publique n'aboutit qu'à discréditer pour longtemps le papier-monnaie. Quant aux mœurs et aux élites du royaume, c'est le régent lui-même qui les discrédite dans l'opinion. Louis XV règne à partir de 1723, quittant les Tuileries où l'avait installé le régent pour fermer la parenthèse, réintégrer Versailles, retrouver avec les souvenirs l'autorité de son arrière-grand-père. Il bénéficie de la cote d'amour des souverains qui succèdent aux incertitudes d'une régence et ramènent avec eux une monarchie à la fois rajeunie et réincarnée. Le malheur est qu'il a du mal à la réincarner, non par manque de qualité d'esprit ou de jugement, mais à cause de la pente neurasthénique de son caractère. Le jeune Louis XV a rendu à ses sujets l'image d'une royauté aimable, charmante même. Personne n'a découvert encore qu'il répugne à en porter le formidable poids. Le royaume va traverser le siècle sur sa lancée de 1715, croissance des richesses matérielles et des audaces intellectuelles, âge d'or de la civilisation et des Lumières, revanche aussi de la ville sur la cour. Cette société que le pouvoir royal a morcelée en privilèges et en castes, voici que la culture d'époque l'unifie. Elle fait naître un immense pouvoir à deux têtes qui est parvenu jusqu'à nous, l'opinion publique et son lieu de prédilection, Paris. La monarchie, les ordres, les corps ont séparé les élites en les isolant dans des bastions rivaux. Une des grandes originalités du XVIIIe siècle français dans l'histoire européenne, c'est la place qu'y ont pris ceux qu'on a appelés les philosophes dans la formation de l'esprit public et sur la scène politique. Le phénomène offre un violent contraste avec le siècle de Louis XIV. Au XVIIe siècle, il n'y a pas un seul grand esprit qui intervienne dans les affaires publiques. Au XVIIIe, pas un seul qui s'abstienne d'intervenir. La philosophie des Lumières inaugure ce rôle prophétique dont les intellectuels français ont conservé la tradition dans les 2 siècles qui ont suivi. Il suffit pour le comprendre de se situer au milieu du siècle, autour de ces années 1750, où paraissent l'Esprit des lois, le discours sur les sciences et les arts, l'essai sur les mœurs, l'encyclopédie. Montesquieu a fait la critique des pouvoirs incontrôlés au nom des libertés anglaises. Voltaire ne cesse de combattre l'intolérance et l'Église. Rousseau fait déjà entendre sa voix solitaire de critique du progrès.
et l'encyclopédie sous la direction de Diderot a l'ambition d'être un manifeste collectif des idées nouvelles sur les arts, les sciences et le développement des sociétés. Y a-t-il donc une pensée du siècle? Oui, l'esprit de réforme, divers bien sûr, multiples et même contradictoires. L'État éclairé mais autoritaire qu'imagine les physiocrates et Voltaire n'est pas l'État éclairé et libéral de Montesquieu, encore moins la démocratie égalitaire de Rousseau. Mais même les polémiques internes, nées de la pluralité des courants et des milieux, nourrissent l'esprit du siècle et traduisent les nouveaux besoins affectifs et intellectuels, la raison, le bonheur, la tolérance. La philosophie a rencontré l'opinion publique, cette nouvelle puissance du monde. Témoin par exemple l'affaire Calas. Elle est née d'un fait divers. Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine Calas, fils de Jean Calas, marchand de toile peinte à Toulouse, a été trouvé pendu à une porte au domicile familial. La famille est protestante. De tempérament mélancolique, Marc-Antoine s'est, selon toute vraisemblance, suicidé. Mais court aussitôt dans la ville le soupçon d'assassinat qui, de fil en aiguille, entraîne une instruction judiciaire au terme de laquelle le père Calas est condamné à mort, mis à la question et exécuté dans les conditions affreuses du temps. Le corps brisé à coups de barre de fer, il meurt ensuite sur la roue. Voltaire, d'abord, ne croit pas à une injustice de la justice royale. Il n'aime guère mieux, d'ailleurs, les protestants que les catholiques. Mais il se met à conduire son enquête et en 1763, il est sûr de l'innocence de Calas. J'ose être sûr, écrit-il, de l'innocence de cette famille comme de mon existence. Excellent procédurier, il n'a cessé de plaider toute sa vie et il obtient la cassation de la sentence du Parlement de Toulouse le 4 juin 1764. L'année suivante, la mémoire de Jean Calas était réhabilitée. La famille Calas est devenue célèbre dans le royaume. Elle est reçue par la reine et les ministres, acclamée partout à Paris. Louis XV est sans pouvoir sur cette effervescence d'idées, souvent relayée par les parlements, qui bravent l'autorité du roi sur la question fiscale et sur les affaires religieuses. Louis XV a hérité et conservé de Louis XIV sa conception de l'autorité absolue du roi. Il la réaffirme par exemple en 1766 au Parlement de Paris dans sa déclaration célèbre lue dans la fameuse séance dite de la flagellation. Versailles a conservé intacte sa splendeur, mais le roi gouverne de moins en moins même sa cour, tiraillé entre le clan dévot, dominé par sa propre famille, et les amis de sa maîtresse, la marquise de Pompadour, qui penchent du côté des philosophes. Les dernières années de son règne sont aussi tendues que celles de son arrière-grand-père. La France, vaincue dans la guerre de 7 ans, 1756-1763, doit céder à l'Angleterre l'essentiel de son premier empire colonial. Entre 1770 et 1774, date de sa mort, Louis XV livre sa dernière bataille contre les parlements. Mais il cherche en vain à ressusciter Louis XIV. Paris l'accuse de despotisme. C'est dire en ces années sa solitude. Quand il meurt le 10 mai 1774, il est si perdu dans l'opinion qu'il faut l'enterrer de nuit, comme à la sauvette. Paris n'a pas prié pour le salut du roi. Michelet fixe à ces jours-là la mort de la monarchie dans le cœur des Français.
À Louis XV succède son petit-fils, qui n'a que 20 ans, Louis XVI. Les rois sont toujours difficiles à déchiffrer, séparés qu'ils sont du commun des mortels par l'appareil qui entoure leurs personnes et leurs fonctions. Ils possèdent de ce fait une personnalité apprise, ajoutée à leur fond de caractère. Louis XVI n'échappe pas à la règle, héritier du lourd cérémonial de cour instauré par son grand ancêtre Louis XIV. En plus, sa mémoire est chargée de passions presque trop lourdes pour elle, à cause des années tragiques de la faim et de sa mort sur l'échafaud. Roi qui a trahi la nation pour les républicains, il est le roi martyr de la tradition monarchiste. Quand il devient roi de France à 20 ans, en 1774, il est marié depuis 4 ans à une archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, fille de Marie-Thérèse. Mariage qu'il a du mal à consommer, au grand étonnement de son libidineux grand-père et sous le regard sans pitié des courtisans. L'enfant solitaire, devenu un jeune homme un peu gauche, déjà lent et lourd, n'est pas porté vers l'amour et les femmes. Mais même ses vertus privées, chose nouvelle chez un roi de France, ne sont pas versées à son crédit puisqu'elles ont commencé par être ridicules. Pourtant, le jeune roi, qui a reçu une assez bonne éducation, est plein de bonnes intentions. Il s'entoure d'un vieux ministre disgracié de Louis XV, Maurepas, et signe bientôt la nomination de Turgot au contrôle général des finances, inaugurant son règne par l'éclat d'un ministère de réforme. Le malheur est qu'il n'a pas la volonté de ses intentions, faute d'un vrai goût pour le pouvoir qui lui est échu. Doté de beaucoup de qualités privées, il n'a pas de talent politique, à une époque où la monarchie aurait besoin d'un Henri IV. Marie-Antoinette aggrave très vite ce handicap par l'impopularité dont elle est très tôt l'objet. Princesse peu instruite, aussi mal préparée que possible au rôle d'antenne de l'Autriche que sa mère Marie-Thérèse voudrait lui faire jouer à Versailles, sans point d'appui à la cour, elle a dû vivre au surplus ces longues années où tout Versailles s'interroge tous les matins sur ce qui s'est passé dans son lit, ou plutôt sur ce qui ne s'est pas passé. Commentaires innombrables qui passent très vite selon la pente du siècle, de Versailles à Paris, et qui prêtent bientôt à la reine, à défaut d'un mari, des amants et même des maîtresses. Quand les enfants viendront enfin, le mal est fait. L'image de l'Autrichienne est fixée dans les libelles parisiens, à cette reine sans intelligence des choses et des hommes, mais aussi déracinée, solitaire et sans appui. Le monde de Versailles a offert un rôle quasi impossible. Car en face de Paris, la cour figure déjà, quand Marie-Antoinette arrive en France, l'image de ce qui sera baptisé par 1789 l'Ancien Régime. D'instrument de domestication des nobles sous Louis XIV, la cour est devenue sous Louis XVI le symbole de leur revanche et de leur domination retrouvée. Le roi ne règne plus sur eux, il leur obéit. Quand Marie-Antoinette transporte ses favoris au Petit Trianon, elle crée une cour dans la cour, mais cette petite cour n'est plus qu'une coterie de privilégiés qui ont confisqué l'amitié de la reine pour en faire un objet de jouissance privée. C'est dans cette confusion spectaculaire entre la monarchie absolue et l'aristocratie que se fabrique le rejet global de ce qui n'est plus ni une monarchie absolue, ni une aristocratie, mais quelque chose d'intermédiaire, né de la décadence des deux principes et qui survit encore de leur complicité aux dépens du peuple. Louis XVI commence son règne par une expérience libérale. Il rappelle les parlements exilés par son grand-père et nomme au contrôle général Turgot, champion des idées nouvelles. Mais le réformisme rationaliste du nouveau ministre se heurte vite aux égoïsmes corporatifs de la société aristocratique, orchestrés d'ailleurs par les parlements restaurés. En 1775, une pénurie de blé
coïncide avec la liberté rendue au commerce des grains. En face des résistances, le jeune roi abandonne son ministre, donnant le premier signe qui allait être suivi de tant d'autres de son manque d'esprit de suite. Mais le nouveau règne se présente aussi sous des auspices plus heureux. La France de cette époque reste dominée par une économie agricole vulnérable au hasard du climat et une population soumise encore aux risques de famine et d'épidémie. Mais elle est sortie depuis le milieu du siècle des crises les plus graves. La France est passée de 20 à 27 millions d'habitants entre Louis XIV et Louis XVI. L'État continue son œuvre de modernisation hospitalière, éducative, urbanistique, militaire. Les grands ports français de l'Atlantique conservent tous les traces superbes des grands travaux de cette époque. Les transports ont diminué de moitié en durée au cours du siècle. Les mœurs politiques se sont adoucies, l'idée de tolérance a gagné la partie sous la monarchie absolue. La persécution des protestants a pris fin quand Louis XVI accède au trône et un édit de 1787, préparé par Malesherbes, accorde la liberté du culte aux anciens hérétiques. Les Juifs du Sud-Ouest sont assimilés à travers la culture des Lumières et l'administration royale envisage d'étendre la tolérance à l'ensemble des communautés. Autre versant heureux de ce début de règne, et même glorieux celui-là, la guerre d'Amérique et la revanche prise sur les Anglais du traité de Paris, 1763, par la paix de Versailles, 1783. Dès 1776, la volonté d'indépendance des colonies américaines s'est drapée dans des déclarations des droits qui séduisent l'opinion française. Patriotisme et philosophie marchent la main dans la main, et un bureau américain installé à Versailles a enrôlé tout de suite des volontaires aux noms illustres, Lafayette, Noailles, Ségur. En s'alliant à la jeune République américaine en 1778 et en l'aidant à triompher, Louis XVI a redonné du lustre et de la popularité à la monarchie, au prix vraiment lourd d'un creusement de la dette publique. La grande différence avec le passé, c'est que l'esprit du temps n'est plus à Versailles, il est à Paris, là où se forme l'opinion, ou encore, pour emprunter un mot à l'époque, le tribunal de l'opinion. Dans les sociétés de pensée, les loges, les innombrables endroits où on refait une bonne société, libérée de son passé gothique, comme on dit à l'époque, et de ses préjugés aristocratiques. Par exemple, au Palais Royal, où le duc d'Orléans abrite bien des conciliabules malveillants pour Versailles, la reine, les frères du roi, sinon lui-même. Pour prendre la mesure de ses sentiments et de ses passions, il n'est que d'écouter Beaumarchais. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? N'est-il rien de plus bizarre que ma destinée? L'aristocratie, toute la condamnation de ce qu'on va appeler bientôt l'Ancien Régime tient dans ce simple mot, discréditant un monde de pratiques, de coutumes, de mœurs et de consentement. Ce qui est en cause, c'est à la fois ce qui reste de l'époque féodale, des droits seigneuriaux qui n'ont plus de contrepartie politique et qui, même quand ils ne sont pas lourds en valeur absolue, sont ressentis comme d'autant plus insupportables. Et c'est la castification de la société par la monarchie, toujours avide de vendre des privilèges. Je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et qu'il n'y a que les petits hommes
qui redoute les petits écrits. Et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Louis XVI saura-t-il, voudra-t-il séparer la royauté de l'aristocratie? L'avenir de la vieille monarchie se joue là. Du lieu de domestication de l'aristocratie qu'elle a été au XVIIe siècle, la cour de Versailles est donc devenue le symbole de l'asservissement de la monarchie à la noblesse. On mesure à cette inversion les démissions des successeurs de Louis XIV devant les clans et les intrigues de cour. Versailles jette ses derniers feux, plus brillants que jamais, mais il ne laisse voir à l'opinion que l'autodestruction d'un monde séparé de la nation. La crise finale se joue sur la question financière, endémique depuis la fin du règne de Louis XIV, aggravée par la guerre d'Amérique. La réforme fiscale a touché à chaque tournant politique du XVIIIe siècle le problème social d'ensemble, puisque modifier l'assiette de l'impôt conduisait à toucher aux privilèges garantis par le roi, notamment à la noblesse. Il n'en va pas autrement entre 1787 et 1789. Necker a déjà été appelé aux finances après Turgot. Mais faute de pouvoir s'attaquer à une réforme fiscale, le banquier suisse n'a pu que moderniser la gestion financière et, quant au reste, multiplier les emprunts. Cet homme d'affaires protestant, père d'une fille appelée à devenir célèbre sous le nom de Madame de Staël, s'est fait une popularité dans l'opinion. Philosophe de la monarchie à l'anglaise, en même temps qu'habile manieur d'argent, il est à la fois l'homme des débats d'idées et l'idole du vaste peuple des rentiers parisiens. Renvoyé en 1781 par le roi, il sera rappelé comme le sauveur en 1788. La crise décisive s'est nouée en 1787, quand Louis XVI et son ministre Calonne, en face de l'échéance de la banqueroute, rassemblent une assemblée des notables du royaume pour faire passer dans l'opinion une vaste réforme fiscale. L'affaire échoue, mais elle laisse la monarchie, qui est à la recherche urgente de nouvelles ressources, en face d'une opposition générale des parlements, dans l'effervescence croissante des villes du royaume. Dès juillet 1787, le Parlement de Paris a réclamé des États généraux, seuls habilités à consentir de nouveaux impôts. La monarchie absolue joue désormais son existence. L'émeute gagne toutes les villes de Parlement, particulièrement violente, là où elle a couvé pendant tout le siècle, en Béarn, en Bretagne et en Dauphiné. À Grenoble, le Parlement protestataire est exilé par le duc de Clermont-Tonnerre qui commande la province. Au jour fixé du départ des magistrats, le 7 juin 1788, le tocsin sonne et rassemble une ville déjà pleine de monde, car c'est le jour du marché. Les villages de la montagne alentour descendent prêter main forte. Les soldats de Clermont-Tonnerre sont lapidés par les tuiles jetées par les émeutiers grenoblois du haut des toits. L'insurrection est si violente que le représentant du roi capitule et laisse le Parlement se réinstaller. À la fin de juillet, les 3 ordres du Dauphiné siègent à Vizille, près de Grenoble, dans le château du négociant Périer. Réunis ensemble, leurs députés votent le refus des impôts jusqu'à un consentement donné par les États généraux. Les États généraux sont devenus inévitables. Le roi les convoque le 8 août pour le 1er mai de l'année suivante, 1789. De cette institution consultative, les procédures ne sont pas fixées par des règles canoniques, mais la tradition veut que les États siègent par ordre, clergé, noblesse, tiers-État,
avec un tiers de représentants pour chaque ordre. La noblesse et les parlements inclinent vers le respect de cette espèce de règle. Mais le tiers-État excipe de l'exemple de Vizille. Il s'agite, il prend feu et flamme pour le doublement du nombre de ses députés et le vote par tête dans une seule assemblée. Derrière l'unanimité libérale s'avance l'idée d'égalité qui transforme toute la situation politique. Le roi, qui a rappelé Necker, accorde le doublement des représentants du tiers, mais tient sur le vote par ordre séparé. Il donne ainsi d'une main ce qu'il annule de l'autre. Les élections ont lieu en mars et en avril. Le tiers-État vote sauf exception au suffrage universel. Tous les hommes de plus de 25 ans, la majorité de l'époque, sont appelés à élire leurs représentants et à leur donner des instructions strictes par des cahiers de doléances rédigés à chaque niveau du scrutin, de la paroisse au chef-lieu de bailliage. On est loin de connaître dans le détail tous les tenants et aboutissants de la grande effervescence politique des 6 ou 7 mois qui séparent la convocation des États généraux de l'élection des députés. On connaît les textes plus que les hommes mieux que leurs intrigues. Le mouvement pour le doublement du tiers-État et le vote par tête a mobilisé beaucoup d'énergie militante. Il a cristallisé ce qu'on appelle déjà le Parti national, on dit aussi le Parti patriote, groupant tiers-État éclairé et noblesse libérale, appuyé sur les loges franc-maçonnes et les clubs qui se multiplient. On trouve à la tête du mouvement, à côté de jeunes écrivailleurs encore inconnus comme Brissot, des parlementaires ralliés à la cause du tiers-État comme le jeune Duport, et plusieurs héritiers des plus grands noms du royaume, Talleyrand, Lafayette, le duc de La Rochefoucauld. Les événements provinciaux ont révélé de jeunes talents, comme celui de l'avocat Barnave à Grenoble, un des leaders de Vizille. À Aix, en Provence au contraire, c'est à un des fils les plus violents de la province que les événements donnent enfin un rôle à sa mesure. Mirabeau s'est colleté sans répit avec les juges, les argousins, les puissants de l'ancienne société. Les États généraux lui offrent la chance de sa vie, mais dans les rangs du tiers-État d'Aix. À Paris, au Palais Royal, il n'est que du pamphlet publié en janvier 1789 par un autre quadragénaire, prêtre celui-là et non noble, l'abbé Sieyès. Lui a mûri dans les livres et non dans les scandales son ressentiment contre la société aristocratique. Qu'est-ce que le tiers-État, paru en janvier 89, donne à cette passion nationale son éloquence révolutionnaire, en même temps que sa philosophie politique. À l'effervescence politique des classes éclairées, la crise économique ajoute son effet en mobilisant les classes populaires contre les hauts prix du pain qui atteignent des niveaux records. Le peuple est en éveil un peu partout. Les élections ont atteint au plus profond du tissu social. Elles ont ouvert les Français à une espérance politique immense, au moment où la situation sociale est dramatique, donnant à la révolte endémique des pauvres l'occasion unique d'un investissement quasi religieux dans le rôle des prochains États généraux. À Paris, tout est sur le qui-vive, mais le peuple est maître de la rue déjà. En avril, celui du faubourg Saint-Antoine pille et incendie la fabrique d'un grand marchand de papier, du nom de Réveillon, sous le prétexte que celui-ci aurait dit que ses ouvriers étaient trop payés. Encore l'émeute est-elle maîtrisée ce jour-là par la police du roi, mais c'est la dernière fois. À partir de là, la foule est maîtresse de Paris, fraternisant avec les soldats, dans une attente passionnée des nouvelles des États généraux. Ainsi, dans les premiers jours de mai 1789, la vieille monarchie française se trouve en face d'un nouveau pouvoir qu'elle a constitué elle-même pour lui demander le conseil de la nation en des circonstances difficiles. Ces États généraux, un peu plus de 1100 députés, dont la moitié du tiers-État, ont donc été élus par ordre selon la procédure traditionnelle de la société aristocratique. Mais sous l'apparence d'une assemblée conforme aux traditions de la monarchie française, les États généraux de 1789 offrent un spectacle
en réalité entièrement nouveau. Le pays tout entier cherche depuis bientôt un siècle une instance à travers laquelle il puisse faire entendre sa voix. La vieille idée du mandat impératif est d'autant plus fragile enfin que les cahiers de doléances font très largement passer un langage national qui donne aux États des missions inédites. Faire une constitution à la monarchie, voter l'impôt, établir la liberté et l'égalité des individus, réformer la justice. Rien n'est directement dirigé contre Louis XVI. Mais puisque la monarchie a mêlé dans la convocation des États le principe aristocratique et le principe démocratique, tout indique en mai 1789 qu'elle devra faire un choix historique entre les deux pentes que lui offrent son histoire et son temps. L'histoire de l'Ancien Régime au XVIIIe siècle peut se lire comme un lent et progressif divorce du pouvoir et de la société. Le scénario est classique, on le retrouve dans toutes les situations de crise politique. La société aspire au changement, le pouvoir, ici la monarchie, ne peut ou ne veut l'entreprendre. Qu'est-ce qui, dans le cas présent, a empêché la royauté de s'adapter? Pour le comprendre, il faut regarder l'aristocratie. Louis XIV lui a retiré tout rôle politique. Il l'a vidé de son contenu, mais il lui a maintenu ses privilèges. Et ce faisant, il a fabriqué une bombe à retardement qui explosera dans les mains de ses successeurs. L'aristocratie va défendre bec et ongles ses privilèges. Elle s'oppose à toute réforme qui les menace. Elle bloque ainsi le changement nécessaire. Elle s'interpose même entre le pays et le roi. Celui-ci ne communique plus avec le pays réel. Par son intransigeance, l'aristocratie attise les rancœurs et cristallise les haines. Et pour leur malheur, les rois en restent obstinément solidaires. C'est ce qui les perdra. La chute est incroyablement rapide. En 3 mois, de mai à août 1789, l'Ancien Régime est aboli. Tout le pays se dresse, toutes les forces se conjuguent pour rejeter le passé. D'abord les députés du tiers-État, qui se proclament Assemblée nationale, puis le peuple des villes, Paris en tête, enfin les paysans. Le résultat est radical. Le roi n'est plus un monarque absolu, la société d'ordre est abolie. Le roi et la cour acceptent mal ces changements imposés. Dans la deuxième partie de l'histoire de la Révolution française, François Furet fait vivre le conflit qui oppose la Révolution et la royauté. Conflit qui durera plus de 3 ans et se soldera par la mort du roi. Conflit à rebondissement qui fait apparaître un nouvel acteur politique, le peuple. Le peuple entre en scène le 14 juillet avec la prise de la Bastille. Il intervient à nouveau en octobre pour ramener le roi à Paris. Les journées de juillet et d'octobre 1789
crée un modèle de comportement révolutionnaire. Le roi s'oppose aux réformes, le peuple oblige le roi à céder et sauve la révolution. Le peuple s'est installé sur la scène politique, il n'en sortira pas de sitôt. Plus encore, il accélère continuellement le mouvement révolutionnaire. Le conflit avec le roi se durcit. Louis XVI est étroitement surveillé par le peuple parisien. Il en est même virtuellement prisonnier. Le roi et la nation se séparent. Le roi devient l'ennemi, celui qui empêche la révolution, celui qui complote avec l'étranger. Ennemi qu'on exécutera un matin de janvier 1793. La Révolution a alors rompu les dernières amarres qui la rattachaient à l'Ancien Régime. La scène la plus forte de la Révolution française est celle de l'exécution du roi, le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution. Ce jour-là, la guillotine tranche avec la tête de Louis XVI le conflit qui s'est noué en 1789 entre les deux souverainetés, celle du passé et celle de l'avenir, celle du roi et celle du peuple. 4 ans après qu'elle ait éclaté, la Révolution a vaincu le roi. C'est le roi de France qui a convoqué 16 États généraux pour mai 1789. Le 4 mai, la vaste procession des États, qui traverse Versailles pour aller écouter la messe à l'église Saint-Louis, respecte les hiérarchies traditionnelles du royaume, incarnées par les costumes. Sieyès a déjà publié au début de l'année sa fameuse brochure sur les droits du tiers-État. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À y devenir quelque chose. Mais le tiers-État n'est encore le 4 mai que le tiers-État. On le voit à l'ordonnancement de la grande séance d'ouverture des États, le 5 mai, dans la salle des menus plaisirs, ornée à son extrémité d'une estrade et d'un dais magnifique, au fond desquels se trouve le trône. Tout est organisé dans le plus pur style de cour, selon une succession hiérarchique de fauteuils, de chaises, de tabourets, de pliants et de banquettes, destinés à asseoir les personnages augustes de l'entourage royal, depuis Marie-Antoinette jusqu'au gouverneur des provinces. Reste l'essentiel, mais qui vient en dernier, les députés eux-mêmes, plus de 1000, qui ont émargé à la liste des présents. On a destiné aux 2 premiers ordres, le clergé et la noblesse, de chaque côté du trône et dans la longueur de la salle, des rangées de banquettes séparées au milieu, à droite le clergé, à gauche la noblesse. Quant au tiers-État, il est au fond, sur les banquettes qui occupent toute la largeur de la salle. Le roi n'a rien dit ni rien fait dire par ses ministres
qui répondent aux attentes de la majorité des députés. Dès le lendemain de cette séance solennelle, le tiers-État refuse la séparation des ordres. Il finit par se proclamer le 17 juin Assemblée nationale à l'appel de Sieyès. Il s'approprie ainsi la souveraineté. C'est le premier acte de la Révolution, conflit frontal avec la royauté. Le roi fait fermer la salle où le tiers-État se réunit. Le 20, trouvant porte close, les députés se réfugient dans une sorte de grand gymnase proche. Ils y prêtent le fameux serment de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. David a laissé de cette scène une vaste composition dessinée, prélude à un tableau qui ne sera jamais exécuté. Le lieu, la salle du jeu de paume, n'a rien de spectaculaire. Grande bâtisse destinée au jeu du corps. Vu de l'intérieur, les hauts murs de la salle, pauvres et nus, suggèrent un lieu abstrait, presque vide, où seuls quelques grappes d'hommes à gauche et à droite figurent à la fois le peuple et le vent d'orage de ce jour et de ce temps. Tout le sujet de l'esquisse tient par contraste dans sa moitié inférieure. Une communauté d'individus fraternels, communiant dans un acte identique, par quoi elle fonde la volonté du peuple. Nulle représentation du roi, nulle image du passé, nulle richesse ornementale. Tout juste une multiplicité d'individus transformés en unité de volonté. Rien ne dit mieux déjà l'imaginaire républicain de la Révolution française que le tableau de cette scène inaugurale, composé pourtant par David en pleine période de monarchie constitutionnelle, 1791. Dans l'avant-scène de la composition, on reconnaît facilement les grands ténors de l'Assemblée dans des postures romaines. Mirabeau à droite, campé comme un athlète sur des jambes puissantes, les bras formant équerre, la fameuse tête léonine empreinte d'un transport presque divin. Au centre, Bailly, monté sur une table, est le grand prêtre de ce nouveau Sinaï. À gauche, le groupe dit des curés du Poitou, ces trois membres du bas clergé qui ont rejoint le tiers-État dès le 13 juin. Pendant que les députés du tiers-État, bientôt rejoints par la plupart de ceux du clergé, puis de la noblesse libérale, font capituler le roi, qui accorde la réunion des ordres en une seule assemblée, Paris est en effervescence croissante. La crise économique ajoute ses effets à ceux de la crise politique. Suite à une mauvaise récolte et à une terrible grêle survenue dans l'été 1788, le pain n'a jamais été si cher, les sans-travail sont nombreux et leur nombre grossit d'une population poussée vers la capitale par la misère des campagnes. De leur côté, les boutiquiers et les rentiers, l'ossature des villes d'Ancien Régime, s'alarment sur la valeur de leurs créances sur le trésor royal. Depuis Louis XIV, la monarchie a beaucoup emprunté et il y a tout un peuple de rentiers, dont Necker est l'idole, qui regardent ce qui se passe à Versailles d'un œil passionné. Les États généraux, la proclamation le 17 juin de l'Assemblée nationale, le serment du jeu de paume ont cristallisé à Paris une opinion publique révolutionnaire, à la fois populaire et bourgeoise, alimentée par une navette constante avec Versailles. Cette opinion tient ses assises au Palais Royal, tout juste reconstruit à la mode du temps par son riche propriétaire, le duc d'Orléans, cousin et vaguement rival de Louis XVI.
Un jeune agitateur, Camille Desmoulins, y fait ses premières armes. Or, le 11 juillet, alors que des troupes nouvelles apparaissent dans Paris depuis plusieurs jours, le roi fait un choix symbolique. Il renvoie Necker. Paris apprend la nouvelle le lendemain 12. Le buste de Necker est porté en triomphe. L'imagerie du temps nous montre une femme fessée pour avoir craché sur l'idole des Parisiens. Mais il y a beaucoup plus grave, une insurrection qui commence. Elle bénéficie du soutien de certaines troupes, comme les gardes françaises, passées du côté du peuple dans les jours qui précèdent. Elle se heurte par contre au royal allemand, commandé par le prince de Lambesc, qui échange des coups de feu avec les gardes françaises et charge les manifestants sabre au clair, place Louis XV, la place de la Concorde actuelle, et jusque dans le jardin des Tuileries. Les blessés forment désormais les drapeaux de la révolte. Extension du mouvement le lendemain 13. Le tocsin a sonné toute la nuit. Les émeutiers se portent aux barrières d'octroi qu'ils incendient, comme autant de symboles de taxes supplémentaires qui font monter le prix du pain. Le couvent Saint-Lazare est pillé, où ils soupçonnent qu'il y a des stocks de blé.